En tout cas, je crois que c'est un signal important, notamment pour les 30 femmes que je veux saluer qui ont eu le courage de parler. C'est dur de parler, notamment lorsqu'il s'agit de personnages puissants. Et que le signal qui est envoyé ce soir, c'est qu'être une célébrité ne donne pas un permis de violer. Je le dis puisque depuis 2 quinquennats, nous avons Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs qui sont responsables de la situation actuelle, qui expliquent que la légalité et la lutte contre les violences faites aux femmes sont la grande cause du quinquennat, eh bien, je le dis d'autant plus comme un signal important au moment où nous avons un président de la République qui disait de Depardieu qu'il faisait la fierté de la France, qui parlait pour Brigitte Macron de sale conne en parlant des militantes féministes, qui justement étaient en train de soutenir d'autres femmes victimes de violences et qui notamment redisait toute sa confiance à François Bayrou au moment où il était mis en cause avec un mensonge flagrant devant le Parlement et pour son omerta dans l'affaire Betaram. Donc, pour vous, quelque chose est en train de changer. On a entendu un certain nombre de voix aussi venir, non pas défendre Patrick Bruel, mais défendre jusqu'au bout la présomption d'innocence, défendre jusqu'au bout la possibilité pour un artiste comme lui de monter sur scène, de faire ses spectacles, etc. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce que ce soir, à tout le moins, sa carrière doit être mise en pause? Bah, écoutez, s'il est en détention provisoire, sa carrière sera mise en pause. C'est une question qui est un peu à côté. Bah non, mais pardon, vous me permettez de dire un mot sur ce que j'entends depuis le début de cette émission. Moi, je suis assez frappée d'entendre la Macronie, qui est au pouvoir depuis 10 ans, d'entendre la droite, qui gouverne avec la Macronie, puisque vous avez eu M. Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, et l'extrême droite parler uniquement de la manière dont il faudrait faire une surenchère pénale, faire des castrations chimiques et je ne sais quelles autres mesures qu'ils inventent, du moment que ça ne coûte pas un seul euro d'argent public, puisque c'est la ligne directrice que s'est donnée ce gouvernement, ne pas mettre l'argent réclamé depuis des années et des années par les associations ils pour mettent de lutter l'argent dans les véritablement prisons, contre les violences sexistes et sexuelles. Non, mais pourquoi je suis frappée ? Parce que personne ne vous parle jamais de comment est-ce qu'on évite ces violences. Comment est-ce qu'en France, en 2026, on ne meurt pas parce qu'on est une femme, on ne meurt pas parce qu'on est un enfant et on n'est pas violé parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un enfant. Et ça devrait être la base de notre discussion. Comment on fait ? Oui, eh bien, la première des choses, c'est la question de la prévention, c'est la question de l'éducation. Nous sommes dans un moment dans notre pays où, par exemple, le planning familial est en train de licencier des équipes, de fermer des antennes à des endroits parce qu'ils n'arrivent plus à avoir suffisamment de moyens et de subventions. Un exemple de ce que ferait le Rassemblement national à la mairie de Carpentras, par exemple, qui a décidé de sucrer entièrement la subvention donnée au planning familial. On pourrait parler du bilan de la Macronie sur l'éducation à la sexualité, qui n'est pas je ne sais quel fantasme de l'extrême droite, mais qui est le moment où on apprend à un enfant que son corps lui appartient et que personne n'a le droit de le toucher. Et on apprend aussi aux garçons ce qu'est le consentement. Si on ne fait pas l'éducation, si on n'enraye pas la fabrique des agresseurs, alors on continuera d'être dans un pays où le viol, qui je le rappelle est un crime, continuera d'être largement répandu contre les femmes et les enfants. Vous parlez de prévention. On voulait vous montrer ce soir un exemple très concret. Une publicité allemande de prévention précisément. Vous allez la voir, principe très simple d'un homme qui se retrouve dans le métro, dans les transports en commun, face à une mère et à son fils. Et regardez le slogan. Nächster Halt, Hauptbahnhof Nord. Lieben Sie Kinder mehr als ihnen lieb ist? Es gibt Hilfe. www.keintäterwerden.de. Aimez-vous les enfants plus que vous ne devriez? Des aides existent. Parlez-nous d'une certaine manière. Ça, on ne l'a jamais vu en France. Oui. Est-ce qu'il faudrait ce genre de campagne de prévention en France? Ça fait partie des campagnes de prévention, en plus d'apprendre aux garçons ce qu'est le consentement. Ça fait évidemment partie des campagnes qu'on pourrait faire. Ça vous met pas mal à l'aise. C'est vrai que nous, en regardant ce spot, on était très mal à l'aise. C'est une approche qu'on n'a pas ici. Oui, c'est presque vrai. comme si on tendait la main pour, certes, les aider justement à ne pas tomber dans la déviance, mais ça paraît assez étonnant. Mais vous savez ce qu'on a appris dans l'affaire Pellico? Qu'est-ce qu'on a appris dans l'affaire Pellico? Il ne faut pas prendre les émotions les unes après les autres. Quand il y a 60 000 personnes dans la rue lundi qui manifestent en disant plus jamais ça, qu'est-ce qu'on a appris dans l'affaire Pellico? Que ce n'étaient pas des monstres, contrairement à ce qu'on disait les violeurs. Ce sont des hommes ordinaires. C'est ça qu'on a découvert dans l'affaire Pellico. Enfin, qu'on a découvert. Non, pas découvert, mais redécouvert, dirons-nous. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il faut
une révolution sur ces questions-là. Et que le problème, ce n'est pas, contrairement à ce que dit, par exemple, vous allez m'interroger sur la castration chimique, le problème, ce ne sont pas ni une sexualité déviante, ni des pulsions sexuelles qui poussent à violer des enfants ou des femmes, c'est une question de domination masculine sur les femmes, de domination d'adultes sur les enfants. Petit rappel important, prenez bien les propos dans leur globalité, avec nuance et recul. Le but ici est d'inciter à la réflexion, pas de sortir une phrase de son contexte, ni de fermer le débat. Si vous voulez soutenir le projet et nous aider à le développer avec plus de moyens, pensez à vous abonner, à laisser un like et à partager votre avis en commentaire. Le débat continue aussi avec vous. Et c'est ça qu'il faut renverser dans notre société. Et quand on y met les moyens, comme l'a fait par exemple l'Espagne. L'Espagne a décidé de mettre les moyens notamment sur la question des violences faites aux femmes, avec du coup un plan d'investissement, une loi cadre qui a été faite, qui fait qu'ils ont divisé d'un tiers le nombre de féminicides, que désormais il y a 9 plaintes sur 10 qui donnent lieu, enfin 9 affaires sur 10 qui donnent lieu à une condamnation des agresseurs. Nous sommes très loin des 1% de viols seulement qui sont condamnés en France et des 3% de viols sur enfants qui sont condamnés en France. Donc il faut mettre les moyens partout, dans tous les ministères, et faire en sorte que la société tout entière puisse protéger les enfants et les femmes. Mathilde Panot, je comprends ce soir que vous rejetez, je vais appeler ça les mesures un peu définitives qui sont mises sur la table par un certain nombre de ceux qui ont défilé sur ce plateau. Vous parlez de castration chimique, la perpétuité réelle, tout ce qu'on a pu entendre ce soir sur ce plateau. Qu'est-ce que vous proposez en face pour ceux qui ont commis des crimes, par exemple, et qui sont placés en détention et qui, à un moment donné, ressortent? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez pourquoi la peine de mort a été abolie? Pourquoi? Alors, il y avait la question des erreurs judiciaires, il y avait plein de choses, une justice qui ne tue plus, etc. Mais il y avait notamment un fait qui était décrit par les criminologues qui montrait que même lorsque la peine est très dure, alors je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus dur que la peine de mort, ça n'empêchait pas les gens de passer à l'acte et de passer au crime. Il disait par contre, et ça c'est des criminologues qui le montrent aussi, que ce qui peut empêcher de passer à l'acte et donc de commettre un crime, c'est la certitude d'être arrêté. Quand je vous dis 3% des viols pour enfants seulement sont condamnés et 1% des viols pour femmes et pour enfants. Pardon, Mathilde Panot, là on ne vous interroge pas sur le fait de les arrêter. On vous interroge sur le fait de les libérer après la peine. J'ai compris. Mais le problème aujourd'hui, c'est même pas la question de qu'est-ce qui se passe après la libération. La question qui est posée aujourd'hui, c'est pourquoi les agresseurs sexuels, les violeurs dans notre société ne sont pas arrêtés, ne sont pas condamnés. Donc les deux questions se posent en réalité. Derrière, non pas de suivi de soins comme ça pourrait aller, non pas pour les victimes d'accompagnement, par exemple. Pardon, mais quand on estime que les victimes de viol, lorsqu'ils ont été victimes de viol dans l'enfance, en ont en moyenne pour 20 000 € de leur poche pour se reconstruire. Donc, par exemple, il faudrait prendre en charge intégralement par la sécurité sociale le suivi des victimes. Je vous dis ça pour vous dire que la première des choses à faire, c'est de répondre à l'appel qui a été fait à de nombreuses reprises par les magistrats. Rappelez-vous de la tribune des 3000 magistrats suite au suicide de l'une des leurs. Et rappelez-vous des recommandations de la Ciivise. 82 recommandations, 75% des recommandations ne sont pas mises en œuvre. Rappelez-vous des 2 rapports 2022-2023 qui montrent que, par exemple, quand il y a une plainte pour viol d'enfant, 70% de ces plaintes ne donnent lieu même pas à un seul acte d'investigation. Il y a eu les appels des associations. Donc, la première des choses à faire, avant même de parler de la suite, moi je peux parler de la suite, j'ai pas de problème. Mais la première des choses à faire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impunité, en plus d'avoir une prévention et de l'éducation. C'est extrêmement clair. Maintenant, je vous repose la question quand même des suites. Et on a un exemple extrêmement concret, je l'évoquais tout à l'heure avec Bruno Retailleau, c'est le Dauphiné Libéré qui publie cet article ce matin. Il raconte ce qui se passe dans une entreprise de transport. Une entreprise de transport, il y a 180 salariés, il y a 80 véhicules, dont des bus scolaires. Et le patron de cette entreprise de transport apprend quasiment par hasard que l'un de ses chauffeurs, qui est en contact avec des enfants, parfois même avec des enfants seuls dans son bus à la fin de la course, eh bien en fait c'est un multirécidiviste. Il a été condamné en 2009 pour agression sexuelle sur mineur. Il a ensuite été condamné en 2011 pour viol sur mineur et il a à nouveau été condamné récemment en 2026 pour détention d'images pédopornographiques. C'est à l'occasion de cette dernière condamnation, reconnaissant son chauffeur dans un article de presse, qu'il décide donc de l'écarter de son job où il est aujourd'hui au contact de mineurs. Et d'ailleurs, ça va lui coûter puisque c'est à lui, à ses frais, de le licencier alors qu'il le fait pour protéger les enfants. Ce que je vous pose comme question, c'est quand il y a eu 2009 une première condamnation pour agression sexuelle, quand il y a eu 2011 une condamnation pour viol sur mineur, quand il y a eu en 2026 une condamnation pour détention d'images pédopornographiques, je vous repose la question. Qu'est-ce qu'on fait des pédocriminels quand ils ont purgé la peine? Est-ce que vous estimez qu'ils ont le droit, parce que philosophiquement vous y êtes attaché,
de se réinsérer dans la société, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une peine à perpétuité? Est-ce qu'il faut qu'ils soient fichés, que tout le monde puisse savoir qu'ils sont des pédocriminels? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Alors, il y a une première chose dans ce que vous êtes Pour en train qu'ils de ne dire, deviennent Madame pas de Malherbe. eux-mêmes Attendez, chauffeurs attendez, d'un bus avec des réponds. enfants. Il y a une première chose, Madame de Malherbe, qui correspond à une actualité parlementaire très récente. Il y a 2 semaines, nous avons fait passer à l'Assemblée nationale la loi qui est issue de travaux de commission d'enquête que nous avons obtenus grâce au travail notamment de Paul Vanier, député insoumis, mais aussi de Violette Spilbout. Ce Bétaram. travail de loi, voilà, pour que plus jamais un scandale comme Bétaram ne puisse arriver et qui permette de protéger les enfants, notamment dans le milieu scolaire, dit notamment qu'il doit y avoir un suivi beaucoup plus strict des sanctions qui seraient faites dans l'éducation nationale. Ça ne répond pas exactement à votre cas, mais vous comprenez que c'est à peu près les mêmes genres de choses, qui a donc été voté, c'est l'article 6 de cette loi. Il se trouve que cette loi a été votée à l'Assemblée nationale et que maintenant, ça dépend du gouvernement, qu'elle soit inscrite au Sénat, puis qu'elle fasse la navette parlementaire pour qu'elle puisse réellement s'appliquer. Je rappelle que ça vient d'un travail de 6 mois, de collectifs, d'abord du collectif d'anciens élèves de Bétaram, mais ensuite de beaucoup des collectifs de victimes qui se sont exprimés sur les violences qu'ils subissaient à l'école. Et moi, je veux juste attirer votre attention sur quelque chose qui n'a pas été dit dans votre émission non plus et qui est pourtant très, très, très important. Pourquoi est-ce que j'insiste autant sur la prévention? Évidemment, je comprends l'angoisse de parents lorsqu'il y a des scandales comme Bétaram, comme le scandale du périscolaire, et je crois que le travail qu'a fait Paul Vanier avec Violette Spilbout répond à cela. Donc, il doit être mis en œuvre rapidement. Mais ne pas oublier que 8 enfants victimes de violences sexuelles sur 10 le sont dans le cadre intrafamilial. Et d'ailleurs, dans le drame de Liana, nous ne sommes pas directement dans le cadre intrafamilial, mais nous sommes quand même dans le cadre d'un ami de la famille qui a fait qu'elle l'a suivi beaucoup plus facilement parce qu'elle le connaissait. Le père d'une de ses amies. Donc, la question qui est posée, C'est pas un ami de de la famille, regarder c'est le en père de face sa meilleure ce amie. qui se passe dans notre pays, de sortir du déni, elle est posée aussi sur des mesures structurelles. Figurez-vous qu'il y a 5,4 millions d'adultes dans notre pays qui ont connu des violences sexuelles quand ils étaient petits, enfants. C'est un phénomène massif. Tous ceux qui vous disent qu'ils vont faire des politiques de coups de menton, qui en plus sont là depuis 10 ans au pouvoir, pardon, Mathilde Panot, mais je vous pose vont justement la aller question. vers le même échec. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous évoquez Barella, Nos prisons Jérôme sont les Barella. plus remplies qu'elles n'ont jamais été remplies depuis la libération. Pardon, mais Jérôme Qu'est-ce que ça Barella, change? Rien. Mathilde Panot, pardon, mais je trouve qu'il y a une contradiction dans ce que vous dites. vous en C'est-à-dire que prie. vous dites, d'un côté, il y en a qui sont victimes, et ensuite, on a appris, il se trouve aujourd'hui, qu'il y avait eu au minimum des plaintes et peut-être des condamnations à l'encontre du père de Jérôme Barella pour des violences sur des mineurs, à l'encontre du frère de Jérôme Barella pour des faits similaires. Je Et vous repose... probablement faut-il aller voir Je les vous- petites filles de cet homme pour Et on savoir pense si elles-mêmes ont évidemment été à la victimes. question des 2 petites filles. On se pose aussi la question de l'épouse. Où est-elle? Qu'a-t-elle fait lorsque les récits des viols, il se trouve que c'était sous le toit, dans la maison et parfois même dans la chambre parentale. Maintenant, je vous repose une question. Lorsque vous avez cette constatation, et vous l'avez dit, je vous repose la question, faut-il, même si c'est philosophiquement désagréable, faut-il se dire, au fond, l'important c'est de protéger nos enfants et donc ils auront beau avoir purgé leur peine, il faut un suivi particulier, il faut les inscrire au fichier pour que les mamans, les papas puissent savoir qu'il y a un pédocriminel qui est dans la rue d'à côté, c'est ce que fait l'Angleterre. À l'approche des présidentielles, cette chaîne va regrouper un maximum d'interventions de vos personnalités politiques préférées et d'analyses. On espère vous aider à comparer les idées et à vous forger un véritable avis politique avant la date finale des élections. Si vous voulez soutenir ce projet, abonnez-vous, laissez un like et venez débattre dans les commentaires. C'est uniquement grâce à vos retours que ce format pourra se développer davantage. Encore merci pour votre visionnage. Est-ce qu'il faut une castration chimique obligatoire à long terme? Qu'est-ce qu'on fait de ces hommes-là dont, vous le dites vous-même, il y a parfois, malheureusement, quelque chose presque, j'allais dire, de continu, d'irrémédiable, ou en tout cas plusieurs faits qui se suivent? Mais écoutez, je ne connais pas exactement l'histoire de cette famille-là et nous verrons bien quelle sera l'histoire de cette famille-là. Mais je vais vous dire, il serait très grave, Madame de Malherbe, de faire croire que parce que des gens seraient victimes de violences, Bien même sûr. dans leur enfance, ils reproduiraient automatiquement ces violences. Bien sûr. Donc la question à la fois des condamnations pour qu'il n'y ait pas d'impunité, des soins qui suivent, de l'accompagnement réel des victimes, c'est cela qu'il faut faire. Et quand vous voyez Mais que il y nous a de avons très nombreux 4 récidivistes fois moins de sur ces procureurs questions en de France. pédocriminalité. Écoutez, quand C'est vous la question de la voyez- récidivisme. Quand vous voyez que nous avons 4 fois moins de procureurs en France que dans la moyenne européenne, pas le pays avec le plus de procureurs en Europe, la moyenne européenne, 2 fois moins de juges, beaucoup moins d'avocats,
d'avocats, de greffiers. C'est toute cette Oui, mais vous vous question-là qui éloignez. est posée. Ma question, Non, c'est la question la des services réinsertion. publics. C'est la question qu'on a posée à tous ceux qui sont Oui, venus mais devant en nous. fait, vous La prenez réinsertion, les choses êtes-vous- une fois que le crime a été Non. commis. Moi, j'aimerais avoir pour ambition pour mon pays Mais j'ai bien compris que que vous les parliez du enfants début. et les Parce qu'il y a femmes... des Parce qu'il y a des crimes commis, parce qu'il y a Il des y a des condamnations. crimes Est-ce qu'on les commis. réinsère 160 000 à Est-ce se qu'on faire les violer chaque année. réinsère Mais Est-ce- vous savez dans la Ou est-ce qu'on fait comme l'Angleterre, la Pologne, les Mais États-Unis sinon, c'est-à-dire on soyez dit- pour la peine de mort automatiquement. Je veux dire, si le principe C'est-à-dire en fait de le la simple justice, fait qu'on mais pose la écoutez, question de la réinsertion, vous nous dites qu'on est pour la peine de mort Enfin, pardon, dans le principe de la justice, Madame de Malherbe, ce que je suis en train de vous dire, le principe de la justice, c'est que si vous êtes condamné à une peine, c'est qu'ensuite la société estime que vous avez payé ce qu'il fallait et qu'ensuite... Oui, mais le il faut- principe de la justice, c'est aussi de protéger les enfants. Oui, bien sûr. Et vous croyez qu'ils sont protégés aujourd'hui? Je vais vous dire, Madame de Malherbe, moi je ne ferai jamais confiance à un gouvernement qui, lorsqu'il a des enfants sous sa responsabilité, ceux de l'aide sociale à l'enfance, dont j'aimerais parler. Parce que 18% d'entre eux, quand on parle d'un enfant sur deux qui a été victime de violences sexuelles, 18% de ces violences se sont faites dans les propres institutions de l'aide sociale à À l'enfance. l'endroit où on doit dans les les protéger. foyers, dans les familles d'accueil. Et donc, la question, par exemple, de ces enfants qui ne sont pas protégés par ceux qui en ont la responsabilité, nous recentraliserons l'aide sociale à l'enfance et nous leur donnerons des moyens. De Mathilde même, je ne Panot. ferai jamais confiance à un gouvernement qui laisse plus de 3000 enfants dormir à la rue. Parce que la première des sécurités, c'est aussi la sécurité sociale. Et le fait de ne pas laisser des enfants vulnérables. Jusqu'à l'année dernière, un enfant de 11 jours qui est mort de la rue. Mathilde 11 jours Panot. dans la 7e puissance économique au monde, rien que cela devrait nous indigner toutes et tous. Donc je vais vous dire, nous avons les moyens dans notre pays de dire que les violences sexuelles, que le meurtre d'enfants, les infanticides comme les féminicides ne sont pas des fatalités, que nous pouvons changer les choses par des politiques ambitieuses, notamment en dotant Mathilde bien les Panot. services publics. Je pense notamment à la justice, mais aussi On à la pose police Ce judiciaire. soir aussi la question de l'autorité et on en revient pour chacune de ces interviews, notamment à l'exemple des violences après le match du Paris Saint-Germain. Est-ce que on peut résumer votre position à la France Insoumise en disant plus de moyens pour la justice, moins de moyens pour la police? Non, je viens de vous dire plus de police judiciaire. Donc vous avez écouté, puisque c'est M. Darmanin qui a démantelé la police judiciaire. Je vais vous dire, ce qui s'est passé, c'est qu'en Macronie, la Macronie est incapable d'organiser une fête populaire. Ça a été dit, ça a été demandé. Il faut des fan zones pour pouvoir organiser le fait que les gens puissent avoir le droit d'être heureux un peu dans la rue, de faire des liesses populaires, comme on l'a vu avec Mireille et ces petits jeunes qui l'ont aidé à sortir des gaz lacrymogènes. Donc le problème, c'est la doctrine de maintien de l'ordre qui va justement au contact, qui fait qu'on voit des images où, par exemple, lorsqu'il y a des supporters à un endroit, on organise des charges de CRS, on envoie des gaz lacrymogènes. Et moi, je vais vous dire, j'accuse ce gouvernement qui dit que nous sommes laxistes. Je les accuse, eux, de dévoyer les moyens de la police et de la justice pour criminaliser leurs opposants politiques, pour criminaliser les opposants, toute opposition sociale, écologiste dans ce pays, Mathilde Panot, pardon. et notamment faire un Je déploiement de reviens force lors de à ces ces événements violences festifs du Paris qui Saint-Germain. mènent au désastre. Je reviens à ces violences. Quand vous voyez des jeunes filmés en train de défoncer un abribus, de s'attaquer à une vitrine, etc., c'est pas la police, c'est pas la pression de la police, c'est pas la pression des forces de l'ordre qui les fait faire ça. Oui, et donc dans les autres pays, il n'y a pas de casseurs? Je ne sais Non. pas pourquoi ça se passe bien dans les autres pays. Bah, il y en a- Pourquoi à la Courneuve, une fan zone a Non, mais été qu'est-ce qu'on a fait été Mais qu'est-ce faite qu'on fait fait pour de- qu'est-ce qu'on c'est bien fait pour passé, cela là. Qu'est-ce qu'on fait pour cela Faut bien qu'il y ait des policiers pour les Qu'est-ce qui se passe arrêter. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, par exemple, une justice qui ensuite fait ce qu'on appelle, parce que vous parlez de la réparation. Vous savez ce que fait la justice quand elle prend quelqu'un et que, par exemple, elle décide de le condamner? La justice fait quoi? Elle donne des amendes Ou des et dommages même d'intérêt. des dommages et intérêts. Et donc, c'est le cours normal de la justice. Donc, qu'on permette aux gens de faire la fête, qu'on arrête de vouloir tout le temps être triste dans ce pays. Il y a la possibilité de faire la fête sans avoir des gaz lacrymogènes qui nous arrivent, des charges de CRS, qu'on arrête celles et ceux sur lesquels il y a un problème, qui seront ensuite condamnés. Et point, c'est la manière dont ça s'organise partout dans le monde. Je ne vois pas pourquoi en France, on ne serait pas capable de faire une fête telle que celle-ci, surtout à l'approche de la Coupe du Monde. Donc, fan zone, il faut des fan zones. Merci beaucoup Mathilde Merci Panot à d'avoir vous. été avec nous. Dans une seconde, Gabriel Attal qui est déjà sur ce plateau. Vous avez un message à Gabriel Attal ou pas? Oui, par exemple, vous pourriez lui demander plutôt que de faire des promesses comme ça, puisqu'il fait partie du bilan, il a été Premier ministre. S'il est favorable à un projet de loi de finances rectificatif pour mettre les moyens maintenant, les 3 milliards que demandent les associations, et enlever par exemple ce qui a été fait par décret la semaine dernière, les moins 414 millions pour la justice, c'est, pour vous donner une idée, le recrutement de 5000 magistrats. Voilà ce que ça représente, la coupe budgétaire qu'ils ont fait la semaine dernière par simple décret.